Bonjour. Salut Christine. Bonjour. Voilà, il s'ouvre, ça va Olivier. Ça y est, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes 37 à être connectés, potentiellement 40. Potentiellement, on devrait être aux alentours de 45. Alors, nous sommes réunis dans une configuration particulière, puisque il y a parmi vous les élus sortants, dont le mandat a été prolongé, et il y a les élus futurs qui seront installés à une date aujourd'hui qui est indéterminée, mais que le gouvernement arrêtera vraisemblablement dans les prochaines semaines. Dans tous les cas de figure, il m'a semblé important de pouvoir échanger avec l'ensemble des élus sur la période que nous traversons. Je vais avoir 4 volets dans mon propos. L'organisation du plan de continuité d'activité. Le deuxième point, ça va être les actions menées sur les 3 dernières semaines. Le troisième point d'intervention, les difficultés que nous rencontrons. Et le quatrième, les prochaines étapes. Et vous pourrez poser les questions éventuelles à l'issue de chacun de ces chapitres. Alors, sur l'organisation du plan de continuité d'activité, ce qu'on appelle le PCA. Certains d'entre vous le savent, la ville dispose depuis de nombreuses années un plan de continuité des activités. Celui-ci, il a pour vocation tout simplement à être déclenché et mis en œuvre en fonction d'événements exceptionnels qui ne permettent pas le bon fonctionnement des services communaux. Et il ne nous a pas échappé que nous sommes bien évidemment dans cette configuration depuis quasiment un mois maintenant. Et donc à présent, pour résumer l'enjeu du plan de continuité des activités, il suffit de se poser une question assez simple, qui est la suivante, c'est comment assurer la continuité des activités communales tout en préservant la santé des élus et des agents territoriaux. Et à partir de cette interrogation, nous avons dans notre personnel 3 configurations. La première, nous avons des personnels confinés avec une suspension totale de leur activité professionnelle. À titre d'exemple, c'est le cas des ATSEM, les personnes qui interviennent dans nos écoles primaires, ou encore le personnel des crèches, tout simplement parce que ces établissements ne sont plus en activité. Nous avons, deuxième configuration, des personnels confinés, mais en télétravail. Et beaucoup d'agents ont pu, grâce à la réactivité de notre service informatique, partir avec leur matériel dès l'annonce du confinement, avec du matériel approprié pour la circonstance qui a été mis à disposition, et puis on peut se connecter à distance pour assurer des missions. Et il y a des agents à ce jour en télétravail dans quasiment tous les services, ou ponctuellement, partiellement ou totalement. Et puis enfin, troisième configuration, ce sont les personnels présents physiquement dans des locaux municipaux pour assurer une coordination interservices avec les dossiers utiles sous la main, bien évidemment, parce que télétravail, c'est bien, c'est pratique, mais de temps en temps, il faut avoir un peu de documentation et on n'a pas forcément tout sur les outils numériques. Pouvoir contacter les élus en tant que besoin, répondre aux sollicitations de nos concitoyens, puisque les appels continuent à arriver, vous en doutez bien, et puis répartir les priorités au regard des questions qui sont soulevées. Cet effectif physiquement présent, il est réduit, c'est une petite dizaine de personnes, et cela avec ma présence quotidienne. Voilà tout simplement pour ce qui est de l'organisation du plan de continuité des activités pour que chacun ait en toile de fond le contexte de fonctionnement de la commune à ce jour. Donc cette partie elle était assez simple, assez courte, mais si vous avez des questions, donc je passe à la deuxième, allez-y. Si Pierre Manille, là, je déduis qu'il n'y a pas de personnes malades ou parmi les personnels communaux qui seraient hospitalisés ou en arrêt maladie. Alors, non, la question est bonne, la déduction l'est pas. Je ne suis pas entré dans plus qu'il ne fallait dans le détail, mais nous avons des personnels aujourd'hui qui sont arrêtés parce que touchés par le Covid, mais non hospitalisés.
qui sont en quatorzaine, pour reprendre la terminologie par rapport à ce virus. Et nous avons des personnes qui, pour des raisons de fragilité de santé, se sont mis en retrait d'activité. Les actions menées sont de deux natures. Il y a celle qui consiste à mettre en œuvre les décisions gouvernementales, parce que je rappelle que le maire est aussi un agent de l'État, et assurer le fonctionnement de la collectivité. Alors sur le premier sujet, la mise en œuvre des décisions gouvernementales, je vais prendre 3 exemples illustratifs des répercussions sur notre service. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre conscience du fait que les décisions qui tombent du gouvernement répercutées par le préfet à travers des arrêtés, ça finit dans notre boîte aux lettres et ça a des répercussions sur nos services. Donc volontairement, je vais prendre 3 exemples simples que vous connaissez, j'en suis sûr, mais c'est pour que vous puissiez voir comment les choses fonctionnent. Vous savez que le gouvernement a décidé d'interdire l'accès aux parcs publics, aux espaces forestiers et aux chemins le long des berges de rivières. Si bien évidemment cela suppose de définir les périmètres en question, et Dieu sait que la ville, compte tenu de son étendue, a des périmètres importants à bien baliser, d'installer le matériel approprié, les barrières vauban pour interdire les accès et puis d'afficher les arrêtés. Tout ça, c'est simple, mais ça veut dire nécessité d'avoir intervention d'agents des services techniques et de la police municipale. Deuxième exemple de répercussion de décision gouvernementale. Vous savez aussi que le gouvernement a décidé la fermeture des marchés forains, sauf dérogation accordée par les préfets. Une fois qu'on a dit ça, comment se passent les choses? Il y a eu échange entre la collègue en charge des activités commerciales, moi-même, et puis bien évidemment les associations de commerçants, les 2 associations de commerçants de marché forain, celle du marché de la Vallée et celle du marché de Chevry, pour faire un choix par rapport à l'opportunité de dérogation. Et en l'occurrence, ce qui ressortait des échanges et discussions, c'est que quelques commerçants souhaitaient arrêter leur activité pour diverses raisons, le personnel ne voulant pas toujours suivre, des fois des difficultés d'approvisionnement, enfin bref, des choix qui leur appartiennent, et d'autres étaient prêts à poursuivre. Donc dans ce contexte-là, nous avons sollicité le préfet de l'Essonne pour une dérogation et nous avons obtenu un refus. L'argument étant de dire qu'on privilégie les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Une fois qu'on a dit cela, il faut continuer à agir. Donc en lien avec les commerçants forains, nous avons recensé ceux qui étaient prêts à poursuivre leur activité à travers des livraisons, ce qui est toujours possible à défaut de tenir le marché traditionnel. Et cela a nécessité à la fois l'intervention de notre service activité commerciale et du service communication pour publier les informations sur les sites de la ville. Troisième exemple de répercussion de décision gouvernementale, c'est qu'il est demandé aux collectivités de veiller à ne pas bloquer les règlements aux entreprises dans le cadre des marchés existants ou de différentes commandes, afin de ne pas les étrangler davantage financièrement, puisque vous doutez bien qu'un certain nombre d'entre elles sont en flux tendu de trésorerie. Mais cela suppose bien évidemment d'assurer le fonctionnement du service financier, même si c'est un peu en mode dégradé, mais dans tous les cas, notre service fonctionne avec 2 agents qui sont là, un quasiment à temps plein et l'autre à temps partiel. Il y a une rotation qui se fait entre quelques personnes. Et vous voyez à travers 3 décisions gouvernementales qu'il y a répercussion dans 5 services de la collectivité. Vous voyez l'exemple de ce qui se passe dans le cadre d'un plan de continuité des activités. Alors ça étant, au-delà des décisions gouvernementales, la partie la plus lourde, c'est bien évidemment ce qui nous appartient directement, le fonctionnement de la commune. Et là, l'approche est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe, parce que toutes nos politiques publiques sont touchées. Et je vais passer en revue les actions conduites dans nos différents services. Alors, je vais commencer par le service social. Vous imaginez bien qu'il s'agit du service le plus sollicité. Tous les personnels de ce service sont à pied d'œuvre et ils assurent donc diverses missions qui sont les suivantes. Le suivi des personnes âgées vulnérables. Toutes ces personnes sont contactées par nos assistantes sociales plusieurs fois par semaine
2 fois, 3 fois, parfois 4 fois, et cela en fonction des problématiques concernant les personnes. Ça peut être des fois des difficultés physiques, des fois des difficultés mentales, enfin bref, les difficultés liées à l'âge, pour faire simple, mais qui nécessitent un suivi particulier. Ce sont des situations lourdes qui mobilisent bien évidemment fortement en termes à la fois de temps passé et puis de suivi. Il y a une quarantaine de personnes dans cette situation. Deuxième action, le portage des repas à domicile. Le service a été un petit peu modifié avec notre prestataire. Les personnes qui utilisent le service avaient jusqu'à maintenant la possibilité de choisir parmi 3 menus. Bien évidemment, le contexte fait que les choses ont été simplifiées. Maintenant, il y a un menu chaque jour qui est proposé. Le nombre de demandeurs de ce service est de 70 personnes. Et le service, après avoir connu un petit dysfonctionnement au démarrage, compte tenu du fait qu'il a fallu que tout le monde s'organise, fonctionne maintenant correctement. À la fois en interne, bien évidemment, avec notre prestataire, et les repas sont livrés du lundi au vendredi, les repas du week-end étant livrés le vendredi pour le samedi et le dimanche. Il y a ensuite, troisième mission importante du service social, le lien avec des partenaires. Alors, en l'occurrence, parmi ceux-ci, la maison de retraite des Chênes Verts, qui est notre EHPAD sur le quartier de Chevry. Sachez qu'un des membres de la direction de cet établissement est atteint du virus, ce qui a engendré, et il est confiné bien évidemment, la personne en question est confinée à son domicile, et des tests sont en cours sur les personnes âgées qui résident dans cet établissement. Il y a également un lien avec l'ADMR, qui assure des interventions auprès des personnes âgées également, avec son propre personnel, soins qui portent sur les soins infirmiers, l'aide à la toilette ou encore les aides ménagères. Il y a également dans l'activité du service la gestion des signalements et puis des demandes de bénévolat. Il y a une centaine de situations qui sont suivies, dont la mise en contact entre les bénévoles et puis les personnes âgées qui sont demandeuses de services. Je pense aux courses en particulier, pour répondre aux besoins quotidiens tout simplement, ou cas échéant des services auprès des pharmacies. Et puis il y a également sur le plan des logements d'urgence 2 familles qui sont hébergées, une dans le cas de violence conjugale mais liée au confinement, et puis une qui concerne un personnel soignant qui ne voulait plus résider à son propre domicile compte tenu des risques de contagion pour sa famille qui comprend des personnes âgées. Et ce service, ça va sans dire, mais autant le préciser, est mobilisé 7 jours sur 7. Deuxième service, le service éducation jeunesse. Alors les écoles sont fermées, ça ne vous a pas échappé. Mais il est prévu, c'est bien normal, que les enfants des personnels soignants puissent être accueillis gratuitement, ça aussi c'est bien le minimum, par un personnel de l'éducation nationale et nos animateurs. Et pour ce faire et puis répondre donc aux besoins, nous avons ouvert 2 sites, 2 écoles, dans la vallée l'école du centre et sur Chevry l'école de la Feuillade. Et pour les activités de centre de loisirs, le mercredi ou les vacances scolaires, c'est le cas actuellement, c'est le centre de loisirs de la Feuillade qui accueille les enfants. Alors l'effectif journalier des enfants varie, puisque c'est le planning en quelque sorte de leurs parents qui engendre l'affectation des enfants dans nos services momentanément. Il y a chaque jour entre 5 et 20 enfants. Et bien évidemment, pour assurer l'encadrement, nos animateurs sont présents. Ils interviennent sur la base du volontariat à tour de rôle et prêts à intervenir le week-end en cas de besoin, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Au-delà des enfants et puis d'un certain âge, il peut y avoir des bébés. Donc l'obligation est la même pour nous d'accueillir les bébés des personnels soignants. Il y a des assistantes maternelles qui sont prêtes à le faire. Et actuellement, il y a seulement 2 petits qui sont accueillis auprès des assistantes.
Et je précise qu'un des effets induits de cette activité, c'est la mobilisation du personnel d'entretien qui doit intervenir quotidiennement, bien évidemment, dans les établissements concernés pour les désinfecter. Et puis, je précise également que dans les services éducation jeunesse, beaucoup d'agents sont en télétravail pour préparer, ça ne vous a pas échappé, puisque nous sommes au 2e trimestre, la rentrée qui aura lieu au 3e trimestre. Et puis, au-delà de la rentrée à proprement parler, les activités traditionnelles récurrentes du service que je n'ai pas passées en revue. Le service ressources humaines. Alors, nous avons eu notre frayeur au moment de l'annonce du confinement, puisque ça s'est produit le 16 mars, au moment où on prépare la paye. Donc, l'objectif, c'était bien évidemment d'assurer la paye de l'ensemble du personnel de la collectivité. La réactivité des uns et des autres a été significative, a porté ses fruits, puisque non seulement la paye a pu être assurée dans de bonnes conditions, mais elle a pu être prise en compte par le Trésor public, qui travaille bien évidemment en relais de la collectivité pour que tous les agents soient rémunérés normalement à la fin du mois de mars. Et puis je signale qu'au niveau ressources humaines, pour maintenir un lien entre nos différents agents, il y a une newsletter qui a été créée. Vous en avez eu communication des 2 premiers exemplaires. Cette lettre s'appelant Ensemble. Les affaires citoyennes. Un autre service qui est sollicité. Alors, il y a bien évidemment des activités qui sont suspendues. Les mariages, ça n'empêche pas des demandes, au passage. Il y en a même qui voulaient se marier urgemment. Mais bon, on n'a pas fait comprendre que ce n'était pas vraiment le moment. Il y a également l'établissement des passeports, cartes d'identité, différentes formalités qui sont suspendues. En revanche, il y a 2 missions importantes qui sont assurées. Une qui est obligatoire et l'autre qui résulte de notre choix. Celle qui est obligatoire, c'est la nécessité, là encore, parce que le maire est agent de l'État, de traiter certains actes d'état civil. Les naissances, les décès, bien évidemment, ces actes doivent être assurés. Et je précise au passage qu'il n'y a eu aucun décès lié au Covid à ce jour à Gif. Et puis surtout, et là ça résulte de notre choix, c'est la permanence téléphonique quotidienne qui est assurée pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Les Gifois sont nombreux à nous contacter. Et tout le monde sait que les élus municipaux sont les élus de proximité. Donc, à défaut de connaître le numéro de téléphone du préfet, du secrétaire d'État ou du ministre, c'est le maire qui reçoit tous les appels, même quand il n'est pas concerné. C'est une réalité de fonctionnement de nos collectivités. Et donc, le service prend les appels. En fonction de la nature de ceux-ci, 2 attitudes, une réponse en direct ou l'orientation vers le service concerné, sachant que tous les services ont une permanence assurée à travers le télétravail, ce qui permet de répondre précisément aux attentes dans des délais très courts. La nature des demandes, c'est assez simple, de 2 types. Je fais grande maille, je ne vais pas entrer plus qu'il ne faut dans le détail. Il y a des besoins sociaux liés à des signalements de personnes fragiles, à des demandes de portage de repas par exemple. Et puis ensuite, des besoins liés à la vie normale, en quelque sorte. Des demandes de sacs végétaux, chacun chez soi, le gazon pousse, on a chacun envie de tondre, le temps s'y prête. Le service postal, chacun constate que la poste a fermé, donc ça pose un certain nombre de difficultés ici ou là, ou des demandes liées à des pertes de papiers d'identité, enfin, etc. Il y a une diversité de sujets, mais l'objectif c'est de pouvoir répondre. Puis des fois il y a simplement des appels, tout simplement parce que certains ont besoin de poser, parce que victimes de l'isolement et puis de la solitude, c'est ce que le service social nous fait remonter comme information. Le service urbanisme et service technique. La directrice donc, du service est présente en mairie tous les matins pour assurer une coordination à la fois interne et puis échanger avec des partenaires extérieurs sur différents dossiers. Et si je fais un petit commentaire sur les différents services qu'elle anime, concernant le service urbanisme, la majorité des agents donc, étant en télétravail, certains agents passent ponctuellement récupérer des dossiers en mairie et les instruisent donc à leur domicile. Et bien que le gouvernement ait gelé les délais, par rapport aux instructions de dossiers,
Nous assurons donc en interne l'instruction des permis de construire, les déclarations d'intention d'aliéner, les déclarations préalables de travaux, ce qui, in fine, ne pénalise pas les pétitionnaires. Donc, autrement dit, nous, malgré la contrainte du confinement, nos dossiers sont gérés. Par contre, les délais ne sont pas forcément raccourcis parce que derrière nous, il y a un certain nombre de services instructeurs qui dépendent de l'État, qui, eux, sont fermés. Pour le service technique bâtiment, l'activité est réduite en raison de la fermeture des bâtiments communaux, si vous vous en doutez bien. Les 50% des personnels sont en télétravail, préparer des opérations, le chiffrage des chantiers, la préparation du marché public, par exemple. Et puis pour le service technique qui est en charge des voiries, réseaux, tout l'espace public, la majorité des agents, qui sont des agents de terrain, est en confinement, mais peut intervenir en tant que besoin particulier ou en cas d'urgence. Dans les besoins particuliers, ça a été le cas il y a 8 jours maintenant, à travers une distribution de sacs végétaux auprès de nos concitoyens avec des permanences qui se sont tenues respectivement dans la vallée et sur le plateau. Et puis pour les agents donc, de ce service qui sont en télétravail, la charge porte sur la préparation technique des chantiers à venir, la préparation des marchés publics, etc. Et puis, je précise que notre bailleur qui est en charge de tous les espaces verts de Chevry et du quartier de l'Abbaye va reprendre son activité au moins partiellement, donc à compter de la semaine prochaine. Il nous a informé hier de cette décision. Activité suivante, les activités commerciales. Là, je tiens à faire un petit commentaire sur le sujet parce qu'il s'agit d'une activité essentielle sur la commune, essentielle parce qu'elle permet de répondre aux besoins de tout un chacun pour pouvoir vivre correctement et se nourrir. Alors, nous avons eu l'occasion d'échanger, j'ai dit tout à l'heure, avec les associations de marchés forains, mais également avec l'association des commerçants sédentaires de la commune, l'association des commerçants giffois. Et vous avez sur le site internet de la ville toutes les informations utiles pour vous approvisionner chez eux ou, le cas échéant, vous faire livrer. Et moi, je vous fais passer un message clair. Je vous invite à aller vous approvisionner chez les commerçants giffois, quels que soient les produits que vous voulez acheter. Votre soutien leur sera précieux. Ce sont des petites entreprises qui vont par définition souffrir de cette période un peu plus que les grands groupes. Donc votre soutien sera précieux. Et puis sur ce point, j'indique que la ville, qui est propriétaire de plusieurs murs commerciaux, a choisi d'annuler pendant la période de confinement le loyer des commerces fermés et de réduire de 50% le loyer des commerces qui restent en activité, mais qui vont par définition subir une baisse de celle-ci. Et au passage, nous avons souhaité sensibiliser les propriétaires privés de murs commerciaux afin qu'ils fassent un effort conjoncturel similaire à celui de la ville. Enfin, un autre service, la police municipale. Alors, l'ensemble des agents poursuit son activité en étant évidemment physiquement présent. Et il y a eu d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, une réunion de la cellule de veille qui réunit, dans le cas présent en visioconférence, la gendarmerie nationale, les représentants de notre service de police municipale, l'élu en charge de ce secteur et bien évidemment notre service prévention. Voilà, je ne vais pas développer davantage la situation des services. J'ai cité les principaux qui sont mobilisés fortement dans le cadre de la crise de manière quasi quotidienne avec des interventions physiques. Alors, mais sachez que les agents en télétravail préparent de nombreux projets qui ont vocation à être réalisés dans les prochains mois. Le service culture, par exemple, qui gère en ce moment des annulations de manifestations et de spectacles qui étaient prévus pour les prochaines semaines, tout en préparant la prochaine saison, sachant que des spectacles qui étaient prévus sur ce trimestre qui n'auront pas lieu seront reportés bien évidemment lors de la prochaine saison culturelle. Donc il y a une remise à plat de toute la planification de ces activités avec les partenaires concernés. C'est également le service petite enfance qui prépare les inscriptions
en crèche pour la rentrée du mois de septembre et prépare les dossiers pour la commission d'admission qui pourra peut-être se réunir ou peut-être pas, je ne sais pas, en fonction des événements à venir. En tout cas, le travail préparatoire est effectué en lien avec les familles qui se sont manifestées. Le service de la commande publique est actif également pour finaliser les procédures de marché afin de faire en sorte que les opérations puissent être réalisées dans le courant de l'été. Et puis, bien évidemment, le service communication qui assure la diffusion des infos sur le site de la ville et les réseaux sociaux. J'ajouterai quelques informations complémentaires. Toutes les manifestations des mois d'avril et mai sont annulées, purement et simplement. Les manifestations de juin et de juillet sont en préparation. Je dis bien en préparation, tout simplement parce qu'elles seront soumises in fine aux modalités de déconfinement qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et puis j'aborderai maintenant une composante particulière de la crise, à savoir les élans de solidarité qui sont manifestés sur le territoire communal, élans de solidarité qui se développent dans différents contextes. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui s'y impliquent et qui y prennent part de manière particulièrement active. Je voudrais vous donner quelques exemples significatifs. Il y a au niveau de la ville un réseau de bénévoles qui est animé par notre service social qui s'est bien évidemment proposé spontanément pour pouvoir agir auprès d'un certain nombre de personnes âgées, là encore, par définition, les personnes les plus fragiles. Ça a été fait en lien avec le club Giffois de l'amitié, le club des anciens, pour faire simple. Et ces deux partenaires, le club Giffois de l'amitié et les membres du réseau des bénévoles, a pris l'initiative d'appeler tous les membres du club Giffois de l'amitié de plus de 80 ans au cours des derniers jours. Toujours dans la logique de rompre l'isolement de ces différentes personnes qui sont plus fragiles que ceux qui sont en famille, bien évidemment. Une démarche similaire à celle que je viens d'évoquer a été initiée dans certaines associations de la commune, auprès des personnes âgées toujours. C'est le cas de la gym volontaire, donc une des sections sportives de l'Olympique Club Giffois. Les réseaux d'associations de quartier, les ASL, la Chevrie, puisqu'il y a beaucoup d'ASL, mais également quelques ASL de la vallée, la ZAD de la Quinière, la Dévie dans le quartier Vatonne, la Scorbelle dans le quartier Belleville et quelques autres associations se sont activées fortement pour développer et proposer dans leur quartier des aides, tout simplement, à leurs voisins qui pouvaient en avoir le besoin. Et ce réseau de proximité, de voisinage, moi je souhaite une chose, c'est qu'il se poursuive à l'avenir, puisque je sais qu'ici ou là, des personnes qui étaient voisins qui ne se connaissaient pas ont appris à se connaître au cours des 3 dernières semaines. On m'a encore donné des exemples plus tard qu'hier soir. Le Lions Club de Gif Chevry, je tiens à souligner une action qu'il a menée. Vous savez que le Lions intervient pour soutenir des associations qui interviennent dans le domaine social et humanitaire. Le Lions Club de la commune donc, a choisi de faire un don de 6 000 € au centre hospitalier de Bligny, qui manque de moyens. Et en l'occurrence, cette somme a permis d'acheter du matériel médical qui avait été ciblé par les médecins de ce centre hospitalier. Le matériel a d'ores et déjà été livré et il est opérationnel depuis une semaine. Je voudrais indiquer également l'organisation d'une journée don du sang, en espérant qu'elle rencontre, malgré le contexte du confinement, un certain succès. Et elle est organisée à la demande de la Direction générale de la santé, M. Salomon, qui est tous les soirs sur les ondes, connu maintenant, tout simplement parce que le secteur a besoin de sang. Il est en tension, les plaquettes ne se conservent pas pendant des mois. Donc, il est nécessaire de renouveler tout simplement le stock pour faire face aux besoins liés à la pandémie. Et cette journée don du sang se tiendra le 22 avril de mémoire à l'espace du Val de Gif, mais toutes les informations sont sur le site de la ville. Et puis, je terminerai également en rappelant que la ville, grâce à une commande de la région Île-de-France et du conseil départemental de l'Essonne, a procédé à la distribution de près de 4 000 masques la semaine dernière au personnel soignant, médecins, infirmiers, aux différents laboratoires d'analyse biologique de la ville,
à la DMR, à l'EHPAD des Chênes Verts notamment. Voilà, en ayant fait ce tour d'horizon, j'ai passé en revue les principales actions qui ont été réalisées, sont toujours en cours et puis sont susceptibles bien évidemment de se poursuivre. Donc tout simplement sur cette deuxième partie de mon intervention, si vous avez des questions, des interrogations. J'ai une question au sujet du foyer arc-en-ciel. Comment ça se passe pour eux? A priori, pas de difficulté. Pourvu que ça dure. Quelqu'un m'entend là? J'ai une question sur les étudiants, au Moulon. Est-ce qu'il y en a qui sont seuls, isolés? Et alors, le nombre d'étudiants a chuté. Sur la base des informations que nous avons, il en reste environ 400 sur le plateau. Donc, ils sont confinés dans un espace de 18 mètres carrés. Donc, c'est par définition réduit, avec les mêmes contraintes que tout à chacun pour se déplacer, c'est-à-dire que c'est le kilomètre autour de leur résidence. Donc, ils tournent un peu en rond sur le plateau. Mais il n'y a pas tellement de choix. C'est une des difficultés à gérer, mais c'est plus facile pour eux que pour les personnes âgées, si je voulais résumer la situation. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean préside l'association Sciences Accueil. Donc, et dans ce cadre-là, l'association a développé également un certain nombre d'actions pour relayer les besoins des étudiants qui peuvent être hébergés par le biais de partenaires de l'association, en développant des actions de soutien et éventuellement d'ailleurs des sollicitations financières, Jean, si ma mémoire est bonne. Oui, on a monté une cagnotte pour un fonds de solidarité qui, cet après-midi, en est à plus de 6 000 € recueillis. Donc, c'est pas mal, dont la moitié au moins en espèces et le reste étant en loyer abandonné par les propriétaires, ristourné ou autres, puisqu'il y a aussi cette problématique pour les étudiants. Et puis nous, on a monté également des ateliers, alors des ateliers par Zoom, des ateliers par Skype pour les étudiants, des ateliers de pratique d'activités physiques douces, type yoga, des activités de prise en charge psychologique des difficultés mentales que certains éprouvent, parce qu'il y en a qui sont vraiment très en difficulté, et puis une assistance financière et alimentaire pour un certain nombre d'entre eux qui ont vu leur stage supprimé, leurs ressources totalement suspendues pendant la durée du confinement, et donc on les aide, même cela, financièrement. Voilà, rapidement tracé, donc des ateliers et puis une solidarité financière et immobilière. Est-ce que tu as livré des statistiques sur la ville? Est-ce qu'il y en a ou pas concernant le corona? Peut-être tu as fait la réponse, je ne sais pas. Non, j'ai pas donné d'informations parce que je ne suis pas en mesure d'en donner. On a communication d'aucun chiffre de la part de l'ARS. Ouais. On sait, je sais, puisqu'il y a des médecins qui nous disent qu'il y a des cas de corona sur la commune, mais combien, je suis incapable de répondre. De la même manière, je suis incapable de répondre sur les caractéristiques de l'impact du virus. Est-ce que c'est uniquement de la quatorzaine ou est-ce qu'il y a des hospitalisations? Là-dessus, je n'ai pas d'informations particulières. Donc, en fait, tu as parlé tout à l'heure de l'entretien de l'abbaye et de Chevry qui recommence à partir de la semaine prochaine. Mais alors, quid du reste? Non, mais c'est normalement entretenu par les agents de la ville. Non, c'est tout simple. J'ai parlé du bailleur, effectivement, parce qu'ils font partie des partenaires de la ville qui avaient suspendu leur activité et qui reprennent. Donc, j'ai indiqué cela et puis les secteurs sur lesquels Idée Verte, l'entreprise en question, intervient. Oui. Les agents de la ville qui interviennent sur les autres secteurs de la vallée en particulier ont repris également une activité cette semaine avec des consignes particulièrement strictes pour l'entretien des différents parcs. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Ok, merci. Et je voulais aussi donner une précision par rapport au foyer arc-en-ciel. Il est fermé. Les parents ont choisi de garder leurs jeunes avec eux. Et les éducateurs du foyer arc-en-ciel vont vers Savigny et Morangis, là où il y a
des internats, c'est la même association, mais là où il y a effectivement des internats et où ils ont vraiment besoin de plus de personnel, parce qu'il y a forcément du personnel absent. Donc, ça répond à la question qui était posée tout à l'heure. Et tu m'apprends qu'il a fermé, parce que j'en étais pas à la fermeture, toi. Et il a été fermé quasi immédiatement. Ouais. À partir du confinement. On n'a pas eu l'info de la fermeture. Ah, bah, ça... Pierre Manil, une question qui m'est revenue de manière indirecte sur les difficultés que peuvent avoir certaines personnes à accéder à des moyens informatiques qui sont nécessaires pour un certain nombre de démarches, voire de manière professionnelle. Est-ce qu'on peut les réorienter vers des associations ou d'autres structures qui seraient actives pour un accès à des mails, à des ordinateurs, à du réseau À des structures, c'est difficile parce que par définition, elles sont fermées. Mais c'est là où tous les réseaux de voisinage prennent leur importance. On couvre aujourd'hui pratiquement tout le territoire communal à travers des associations, quelles qu'elles soient. Des associations traditionnelles de quartier, les ASL, associations de copropriétaires, des associations sportives ou culturelles. Enfin, il y a une multitude de relais. Les personnes qui sont dans la configuration évoquée, à juste titre, si par définition c'est souvent les personnes isolées, ont la possibilité de se manifester auprès de leurs voisins immédiats. Il y a des associations de quartier qui ont contacté en porte-à-porte les différents habitants de leur secteur pour leur diffuser le petit papier traditionnel en bonne et due forme. Si vous avez des besoins, vous pouvez contacter un tel et puis préciser la nature de ceci. Donc, ça ne règle pas forcément toutes les situations, mais ça permet de traiter de manière opérationnelle l'essentiel des besoins. Michel, si je peux me permettre. Juste une remarque, c'est par hasard, vous entendez parler d'une situation qui serait passée à travers les mailles du filet. C'est pas difficile, c'est contacter directement la mairie, la permanence que j'ai évoquée pour qu'on puisse orienter nos services auprès des intéressés. Je peux me permettre, oui, juste pour répondre et préciser ce que tu viens de dire, s'agissant des publics les plus précaires, on va dire, qui sont le plus éloignés soit de l'emploi, soit qui sont dans une logique d'insertion, on a deux associations principales qui agissent sur le territoire, qui sont la MEF, la Maison de l'Emploi et de l'Insertion et de la Formation, qui intervient sur ex-Atoupli pour ceux qui connaissaient, qui interviennent à distance et qui permettent effectivement. Alors la problématique, c'est que l'on a effectivement les sites qui sont fermés puisqu'on est en confinement, mais néanmoins les conseillers d'insertion continuent un lien fort avec les personnes, soit par téléphone et soit effectivement par outils informatiques. C'est également le cas pour les jeunes dans le cadre de la mission locale Vitalis qui intervient sur le territoire. Aujourd'hui, on arrive à maintenir à peu près sur ces deux domaines-là entre 60 et 70% des contacts. Il est vrai qu'on a une problématique pour ce que l'on appelle les publics invisibles, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont absolument aucun accès à ce type d'outils. Là, on touche du doigt la barrière de verre, si vous voulez, c'est que par définition, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens de communication et sur lesquels on ne peut pas en tant que tel aller au contact, même si on a des dispositifs qui sont en train de se mettre en place et on attend le déconfinement. En tout cas, pour répondre à votre question, la fracture numérique, on essaye au maximum de l'assouplir et de la gérer en direct à travers ces conseillers-là, en tout cas pour ces populations-là. Troisième point de mon intervention, sur les difficultés rencontrées. Elles sont de différentes natures, vous en doutez bien, mais il y en a quelques-unes que je voudrais évoquer pour que vous puissiez avoir conscience de ce à quoi nous sommes confrontés. Premier type de difficulté, c'est les demandes de matériel pour les soignants. Je disais tout à l'heure que le numéro de téléphone qui est connu, c'est celui de la collectivité. Et on a été sollicité quasiment par à peu près tous les intervenants, par des médecins, par des pharmaciens, par des infirmières, enfin bref, tous les partenaires. Je vais passer les passer en revue.
pour nous dire en substance que vous entendez tous les jours à la télévision. On a besoin de matériel pour assurer correctement notre protection et pouvoir intervenir en évitant d'être confronté au risque Covid. Et les besoins, on les connaît, les besoins en masque, en surblouse, en surchaussures, en visière, etc. Et force est de constater, à Gif comme ailleurs en France, que l'État est dans l'incapacité de répondre aux besoins. Et cela à tous les niveaux, y compris au niveau hospitalier, puisque vous n'avez pas échappé que sur le territoire de la communauté d'agglomération, il y a plusieurs établissements hospitaliers. L'hôpital d'Orsay, pas loin, l'hôpital de Logement, un petit peu plus loin, l'hôpital privé de Massy, quartier. Enfin bref, tous ces établissements ont connu les mêmes difficultés. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Et pour votre information, j'ai plus distribué à travers la dotation que j'évoquais tout à l'heure de masques aux médecins qui n'en ont reçu de la part de l'ARS. Voilà, c'est révélateur d'une des difficultés rencontrées et qui, à mon avis, ne va pas être résolue demain matin puisqu'il y a encore des demandes qui nous parviennent. Les deuxièmes illustrations des difficultés rencontrées, ce sont les difficultés liées à la préparation de la sortie du confinement en regard de l'exécution des travaux. Les périodes de congés petites ou grandes, je pense aux congés actuels, la période de congés de Pâques ou les congés de la période estivale, sont des périodes qui sont mises à profit pour réaliser des interventions dans nos bâtiments communaux, notamment dans les écoles, dans les gymnases, mais aussi sur l'espace public. Et il est clair que beaucoup d'interventions qui étaient prévues là, maintenant, pendant les périodes de congé du mois d'avril, sur ces 2 semaines, sont purement simplement suspendues. Il n'y a pas tellement d'alternatives. Elles devront être replanifiées à une autre période qui n'est pas définie aujourd'hui parce que ça nécessite de reprendre à zéro, en quelque sorte, pourront être planifiées cet été, d'autres aux vacances de la Toussaint, d'autres aux vacances de fin d'année. Enfin bref, c'est à suivre, mais il faut être conscient du fait qu'il y aura bien évidemment de multiples reports. Pour les travaux les plus importants de la période estivale, travaux qui souvent sont préparés à partir de maintenant ou du mois de mai et qui sont réalisés sur juin, juillet, août, voire début septembre, à ce jour, tout est bloqué. C'est simple. Les entreprises ne travaillent pas. Elles ne prennent pas d'engagement quand on arrive à les joindre sur des dates de démarrage, tout simplement parce qu'elles ignorent s'ils auront les commandes de matériel ou de matériaux appropriés dans les délais requis. Donc nous sommes, par effet induit, complètement dans le brouillard et concomitamment des opérations préparatoires de chantier qui sont indispensables, des visites de site ou des relevés de maîtrise ne peuvent pas se faire. Donc, plusieurs opérations importantes sont concernées, qui devaient se dérouler cet été, sur lesquelles tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer. Sont aujourd'hui suspendus dans l'attente d'une meilleure visibilité. Ce sont les travaux de la rue Lagurie, travaux qui prévoyaient la réfection du réseau d'assainissement, du réseau potable, l'enfouissement des réseaux aériens et la réfection de la voirie. Donc, vous voyez des travaux lourds qui devaient s'étirer quasiment de fin avril jusqu'à début septembre. C'est également la réalisation du parking du Golfe à Chevry qui devait être réalisé à partir de maintenant sur les quelques semaines qui viennent, suspendus, ou encore les travaux sur les cours de tennis couvert à Chevry. Voilà, j'ai donné 3 grosses opérations qui s'inscrivent dans des délais longs, mais il y en a quelques autres plus modestes sur lesquelles aujourd'hui nous sommes dans l'attente d'une meilleure visibilité. En tout cas, ça pose bien évidemment difficultés. Et puis, il y a les difficultés liées au service de l'État. Je vais prendre 2 exemples. La Poste. 2 bureaux de poste à Gif, les 2 bureaux de poste ont fermé. Voilà, je le déplore, je le dis clairement. Et on renvoie les Gifois au bureau de poste de Courtabœuf. Je suis désolé, c'est pas vraiment satisfaisant dans une ville de notre taille. Et seule la Banque Postale assure une ouverture, notamment en raison des prestations sociales, bien évidemment, pour que les gens puissent retirer quelques subsides. Et puis le second exemple d'une déficience de service de l'État, l'État souhaite que les entreprises de BTP, qui génèrent beaucoup d'activités, puissent redémarrer le plus rapidement possible.
Mais dans le même temps, les services instructeurs de l'État, la DDT, la Direction départementale des territoires, tout au moins en Essonne, ne prennent pas des dossiers, parce qu'elle est fermée, purement et simplement, ce qui engendre un allongement des délais. Nous sommes confrontés à ces contradictions, et on est bien évidemment pris en étau entre les souhaits des uns et des autres. Et puis, dernière difficulté rencontrée que je voudrais évoquer parmi les plus importantes, ce sont les travaux portés par l'établissement public d'aménagement, l'EPA, qui intervient sur le plateau de Saclay et tout particulièrement sur le quartier de Moulon, donc à Gif. Des opérations significatives pour la qualité de vie des habitants. On parlait des étudiants à l'instant, mais il y a également des familles qui sont dans le quartier depuis maintenant quelques mois. Les commerces qui devaient commencer à ouvrir là, au deuxième trimestre, par définition, ne vont pas ouvrir. Ça va être reporté à une date que je ne connais pas. L'ouverture de la crèche qui était prévue au mois de septembre a une forte probabilité de report sur le quatrième trimestre. Les aménagements d'espaces publics sont suspendus actuellement, donc reprendront vraisemblablement, en tout cas il faut l'espérer, dans le courant de l'été. Vous voyez donc des difficultés de différentes natures auxquelles nous sommes confrontés. Et je vous fais grâce de toutes les petites difficultés, mais qui, je vous garantis, remplissent nos journées. Voilà ce que je peux dire sur la composante difficultés rencontrées. Est-ce que vous avez connaissance d'associations pour réaliser des blouses? C'est-à-dire collecte de draps et des couturières avec des machines à laver. Enfin oui, il faut des machines à laver, des machines à coudre. Oui, il faut tout, bien sûr. Alors il y a des démarches qui sont en cours à deux niveaux, au niveau du département de l'Essonne et au niveau de la région Île-de-France. J'ai reçu encore tout à l'heure une information du département qui est en train de recenser les différents besoins de toute nature. Les masques, les blouses, les surchaussures, les gels hydroalcooliques, enfin, la totalité des besoins dont peut avoir besoin les soignants comme les particuliers, et le dispositif de commande collective, en quelque sorte, va se mettre en place. La difficulté, c'est que par définition, il y a des délais. On n'échappe pas à ça. Je parlais d'initiative maison, c'est-à-dire un collecte de particuliers. Ouais. Ben, je sais qu'il y en a quelques-uns GIF, mais bon, c'est pas à l'échelle du besoin. Non, mais ça peut aider si ma question, c'était est-ce qu'il y a des associations gifoises qui commencent à organiser ça? Alors, associations, non. Ce sont des particuliers qui le font. Mais ça reste assez marginal. De mon côté, Michel, je t'avais alerté sur le fait donc, que le CEA de Saclay du CEA. avait collecté donc, des masques, les avait distribués. Ensuite, ils ont lancé une unité de production de gel hydroalcoolique. Bon, est-ce que tu es en contact avec le CEA ou ça passe par l'ensemble de la chaîne administrative et que Non, c'est contact en cours. Contact en cours. Enfin bon, tu es informé, tu es au courant. Oui, j'ai bien eu l'information, tout à fait. Parfait, merci. Une question qui concerne cette partie et puis la précédente. Est-ce qu'il n'est pas possible sur le site de la municipalité ou un autre de faire connaître et de favoriser les initiatives personnelles de solidarité ou associatives, bien sûr? Enfin, dans tous les quartiers, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, vouloir essayer de centraliser ce genre de démarche, c'est plus des contraintes de gestion et autres dont on peut se passer en résumé en ce moment. Oui. On est obligé de cibler et puis de prioriser les actions, c'est bien évident, et puis de se concentrer sur ce qui est le plus important en termes d'intervention. Si on était dans une situation de besoin, avec un manque constaté de bénévoles pour agir, relayer nos services, la démarche que tu évoques à juste titre pourrait avoir sa pertinence. On n'est pas dans ce cas de figure aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de bénévoles qui sont en attente de notre demande, d'une demande de notre part pour intervenir, qu'on a de sollicitations à effectuer. Ouais. Donc c'est révélateur. Ensuite, ce dont il faut être conscient, c'est que les demandeurs d'aide ou d'assistance, c'est souvent les personnes d'un certain âge. Les personnes d'un certain âge, il ne faut pas confiance au premier venu. On n'envoie pas Monsieur Dupont, qui n'est pas connu, Madame Durand, taper à la porte. Non, la porte, elle ne s'ouvrira pas. Donc, il faut arriver à, entre guillemets, marier le demandeur d'un besoin avec une de ses connaissances dans le réseau des bénévoles.
Et c'est là où l'effet de proximité, de voisinage, de connexion associative prend le dessus sur tout l'aspect collectif. Et je dis bien, on constate que, enfin je constate, je vois bien à travers les retours qui sont formulés par les responsables, ça fonctionne. Voilà, c'est clair. On n'a pas de difficulté aujourd'hui, et tant mieux. Hein, une chose, c'est que même si c'est difficile, c'est que ça ne se dégrade pas davantage. D'accord. Michel? Oui. Ouais, c'est Paula. Je voulais répondre à Florence concernant les demandes des hôpitaux. Au fait, les hôpitaux sur leur site, ils mettent ce dont ils ont besoin. Et moi, personnellement, j'ai été contactée par une association qui travaille pour les hôpitaux et on est en train de faire de la couture. On est plusieurs AGIF à participer, mais c'est à la demande de l'hôpital directement. Dernier chapitre de mon intervention, les prochaines étapes. Alors, je me garderai bien de les dater, les prochaines étapes, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais je voudrais les livrer, en tout cas, dans l'ordre chronologique de ce qui va se passer. Et il y a 4 étapes que je voudrais évoquer. Il y a un choix sanitaire de la part de la collectivité, la mise en place des instances municipales, la préparation budgétaire, et puis la planification actualisée des travaux. Donc, je vais reprendre ces différents points. Sur le choix sanitaire, vous le savez, la municipalité a démontré à plusieurs reprises dans le passé et encore récemment son engagement sur les enjeux de santé publique. J'en veux pour preuve l'ouverture qui a eu lieu au mois de mars, hein, donc c'est tout récent, de deux cabinets dans des locaux communaux. L'un donc occupé par des médecins généralistes au Moulon, et le second occupé par des pédiatres à Chevry. Mais bon, dans le cas de la crise en particulier que nous vivons, donc toujours soucieux bien évidemment de répondre aux enjeux de santé publique, la municipalité a décidé d'acquérir des masques qui seront distribués aux Giffois pour gérer au mieux la période de déconfinement au cours de laquelle les précautions sanitaires devront être poursuivies. Pour être plus précis, la commande en question porte sur 20 000 masques lavables. Les modalités de distribution seront définies ultérieurement, chaque jour suffit sa peine, la livraison devant intervenir aux alentours de 3 ou 4 semaines. Et je précise que si le gouvernement qui a dit dans un premier temps que les masques n'étaient pas nécessaires ou ne servaient à rien, pour reprendre certains propos, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des évolutions à travers la position de l'Académie de médecine qui préconise le port de masque, et puis le fait que le discours Il n'y a pas de débat là-dessus. Des différents intervenants au niveau national, au niveau de l'ARS, commence à changer. Et il est vraisemblable qu'à un moment ou un autre, lorsque la période de confinement sera achevée, il y a une forte préconisation pour porter les masques de la part de l'État, préconisation de la part de l'État. Et à défaut, si ce n'est pas le cas, eh ben, les Giffois auront un masque pour le porter, s'ils le souhaitent, tout simplement, à titre de prévention. Voilà, donc c'est une démarche qui est lancée, qui est initiée. Deuxième point que je vais évoquer, qui est assez fondamentalement différent, c'est la mise en place des instances municipales. Donc les instances aujourd'hui. J'ai pas compris le lien entre les. Enfin, à part que y avait-il un lien direct entre les cabinets médicaux et les masques, ou c'était juste que c'était sur le thème médical? C'est eux qui vont les distribuer. Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Simplement, j'ai rappelé les cabinets pour illustrer le fait que la commune est attentive depuis plusieurs années au sujet de la santé publique et des démarches, des actions sanitaires. Voilà. Et il se trouve que les choses sont concomitantes. Il y a 2 cabinets qui ont ouvert à GIF au moment du début de la crise. Je suis pour rien, c'est comme ça. Okay. Voilà, c'est pour illustrer le fait que nous avons une cohérence et une continuité dans l'action publique sur l'enjeu de santé, tout simplement. La mise en place des instances municipales. Le gouvernement, vous le savez, a indiqué qu'au plus tard, le 27 mai, en fonction de la situation pandémique, bien évidemment, il fixerait la période d'installation des conseillers municipaux sous réserve que ceux-ci soient élus au complet depuis le 15 mars. Donc, ce qui est le cas sur GIF.
Donc, à titre d'hypothèse, si l'installation du Conseil peut se faire dans la seconde quinzaine du mois de juin, nous aurions en effet induit 2 réunions de conseil municipal assez rapprochées. Au mois de juin, fin juin, la mise en place des instances. Et ensuite, début juillet, un nouveau conseil avec différents points à l'ordre du jour, mais un qui sera essentiel, le vote du budget. Je ne peux pas être plus précis à l'heure qu'il est, tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres informations. J'ajouterai simplement que la situation est encore plus floue pour les instances communales, là c'est flou complet. Et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que je continue à assurer la présidence jusqu'à une date indéterminée que le gouvernement devra préciser. Mais a priori, c'est au moins jusqu'à l'automne. Voilà sur les différentes instances municipales et intercommunales le commentaire que je peux faire. Alors, sur la préparation budgétaire, un point essentiel pour la préparation de nos actions des mois et années qui viennent. Vous imaginez bien que le budget de l'année 2020, il était préparé en vue d'une présentation au conseil municipal du mois d'avril qui aurait dû se tenir s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Outre le fait qu'il soit reporté, le budget doit être reconfiguré de manière assez significative. Tout simplement parce que la ville va supporter des dépenses non prévues et puis elle va avoir par ailleurs une perte de recettes. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'impacts qui seront à prendre en considération sur le budget de fonctionnement. La fermeture des crèches. C'est simple, il y a une perte de recettes puisqu'il n'y aura pas de facturation aux familles. Ça répond à une question qui avait été posée tout à l'heure. Mais nous aurons toujours nos coûts de personnel. Deuxième exemple, la restauration scolaire. On a toujours notre personnel de cuisine, mais il n'y a plus de service de restauration, donc plus de participation financière. Idem pour les activités périscolaires. Idem pour les centres de loisirs. Autre exemple, l'activité immobilière, on en lit des commentaires régulièrement dans la presse, par définition est un peu ralentie, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur ces 2 mois, d'avril et mai, puis peut-être un peu après. Donc il y aura vraisemblablement une baisse des recettes liées aux droits de mutation. À cela s'ajoutent des dépenses supplémentaires qui résultent après de choix politiques, c'est bien évident. Je les ai évoqués tout à l'heure, il y en a au moins 2 qui sont significatifs à ce jour. Il y a le soutien économique au commerce de la commune à travers la suspension des loyers, et puis il y a notre engagement sanitaire à travers l'acquisition des masques. Donc vous voyez qu'à travers la perte de recettes et puis l'ajout de dépenses, les conséquences budgétaires seront significatives. Elles seront toutes passées en revue de manière précise dans les jours et semaines qui viennent. Et il est bien évident qu'en fonction de la durée de la période de confinement et puis en fonction des modalités de la période de déconfinement, il y aura des incidences encore qui devront être appréciées, prises en compte et faire l'objet de chiffrage. Ça, c'est sur la partie budget de fonctionnement. Et il y aura bien évidemment aussi des incidences sur le budget d'investissement. Alors, sur le budget d'investissement, c'est simple, on fait les travaux, on aura investi, dépensé. S'ils sont différés, on n'aura pas dépensé. Là, c'est plus simple, l'impact n'est pas tout à fait de même nature. Il est moins préjudiciable, si j'ose dire, sur un plan financier. Il est problématique sur le plan de la réalisation de l'opération qui était projetée, mais il n'y a pas de difficulté sur le plan financier, contrairement au sujet fonctionnement, où les enjeux sont plus significatif. Michel, et puis, dernier point qui va Michel sur le budget. Michel, je vais au bout et puis après les questions, s'il te plaît. Okay. Le dernier point, ce que je vais évoquer dans le cadre des prochaines étapes, c'est la planification des travaux. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer un petit peu précédemment, je ne vais pas entrer dans le détail. Simplement, ce qu'il faut intégrer, c'est que toutes les opérations, je dis bien toutes les opérations qui étaient projetées, petites ou grandes, elles devront être repositionnées dans un calendrier qui aujourd'hui est incertain, en tenant compte de multiples contraintes, au-delà de la pandémie et puis de la période de déconfinement. Ce sera les incidences par rapport aux marchés publics. Il y a des marchés publics qui sont signés, dont les délais vont expirer
Donc, a priori, l'État prend des mesures pour que ceux-ci soient maintenus. Mais encore faut-il avoir tous les textes avec toutes les modalités. On n'a pas tout pour l'instant. La capacité des entreprises à intervenir, à se rapprovisionner. Dans certains cas, ce sera peut-être rapide. Dans certains cas, ce sera peut-être beaucoup plus difficile. Et puis la durée des interventions, qui se justifient sur la période juillet-août, pour les frappants en septembre-octobre, parce que l'école a repris son activité. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue, mais intégrer le fait que tout ce qui était prévu en termes d'investissement cette année, par définition, est remis à plat et devra faire l'objet d'une nouvelle planification. Voilà ce que je voulais dire sur les 4 étapes à venir, qui sont des enjeux structurants pour les prochaines semaines et puis les prochains mois. Donc le budget 40 millions d'euros. Sur ces 40 millions d'euros, le plus important reste bien sûr la partie salaire. Alors sur cette partie salaire, tu l'as un peu évoqué dans le cadre de la crèche, restauration, périscolaire, centre de loisirs, etc. Mais par exemple, il y a des jeunes qui intervenaient dans le centre de loisirs. Je pense que pour eux, c'est une perte sèche, il n'y aura pas de salaire de maintenu. Mais pour le reste du personnel, comment que ça se passe? Est-ce que tu peux refaire un petit tour de la question? On attend des précisions, mais pour le moment, c'est maintenu. Ouais. À l'heure actuelle, le salaire est maintenu pour tout le monde. En tout cas, pour les agents fonctionnaires, c'est sûr. Pour les contractuels, c'est sûr. Le seul aléa sur lequel on attend les précisions sont les vacataires. Mais l'orientation, c'est qu'a priori, ça devrait être maintenu. Non, juste tout à l'heure, je voulais intervenir, mais le point est passé. Par rapport à la mobilisation qu'on constate, qui est extrêmement forte, que ce soit des associations de gens spontanément qui contactent notamment le service social pour pouvoir essayer d'aider, c'est toujours un exercice un peu difficile que de dire à des gens qui sont pleins de bonne volonté que leurs interventions, on prend bien leur nom et leur souhait d'être utiles, mais que on est obligé de structurer ces interventions parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. Et comme l'a dit le maire, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à remplir la demande, le besoin, et qu'on a pris note de toutes les volontés, si jamais on avait besoin de monter un peu en puissance là-dessus. Je tiens à souligner le travail du service social, parce que c'est 7 jours sur 7, ils font des roulements, et on contacte les plus vulnérables à raison de quasiment tous les 2 jours par le service. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais dire, dans le cadre maintenant des réflexions qui sont nourries au sein du service et sur lesquelles je pense que je réunirai de manière dématérialisée la commission des aides du CCAS. On est en train de réfléchir cette fois-ci maintenant pour le coup d'après, entre guillemets, et venir en aide aux populations qui sont peut-être les plus fragiles, et notamment aux enfants des populations qui sont les plus fragiles. On est en train de réfléchir sur la façon dont on peut intervenir, notamment pour celles les enfants qui ne sont plus à la cantine, et qui donc peuvent avoir quelques besoins en termes d'équilibre alimentaire. Donc on est en train de réfléchir sur une solution, et je réunirai le CCAS prochainement pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut agir. On a quelques pistes et on se prépare à cela dorénavant. Enfin, il y a un gros travail du service social, et je voulais encore une fois les remercier pour tout cela. Les autres également, mais en tout cas pour mon domaine d'activité. Voilà. J'ai une question, Michel. Oui. Pour aller avec celle de Christine. Est-ce qu'on a vocation à devenir une ville comme Sceaux ou comme Mandelieu-la-Napoule, c'est-à-dire à obliger les gens à porter des masques quand on aura la distribution des 20 000 masques, ou pas du tout? C'est plus pour rassurer la population et puis se prémunir du virus, ou tu as vocation à cette obligation de port de masque dans l'avenir? Tu as raison de poser la question, parce que le sujet des masques, on voit bien que c'est un sujet qui génère beaucoup d'ambiguïté en ce moment dans notre pays. Oui. Entre le fait qu'on n'en trouve pas, puis que des communes l'achètent et puis elles l'imposent à leurs habitants. Donc il y a une palette d'actions assez contradictoires sur le sujet. Nous, la position est claire. On fournira donc aux habitants giffois des masques. Et ensuite, l'usage de ceux-ci s'inscrira dans 2 options possibles. La première, c'est l'État impose pendant la période de confinement le port de masque. Dans ce cas-là, les giffois n'y échappent pas, puisque ça sera une mesure d'intérêt national, si j'ose dire.
L'avantage, c'est que les Giffois auront la certitude d'avoir un masque, pas de souci à ce niveau-là, puisqu'on en aura fourni. Et la deuxième option, si l'État n'impose pas le port du masque pendant une période de déconfinement, les Giffois qui auront le masque auront la possibilité de le porter, s'ils le souhaitent, à titre préventif. Mais en aucun cas, la ville, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne prendrai d'arrêté pour imposer le port du masque à qui que ce soit. Je voulais savoir s'il n'était pas envisageable de donner des bons alimentaires aux familles qui ont des enfants qui bénéficiaient de prix de cantine extrêmement attrayants, voire presque gratuits, grâce aux premières tranches des coefficients familiaux. Je te remercie de le reconnaître, Jacques, excuse-moi. Hein. Ben, j'étais bien placé déjà pour le reconnaître et je l'ai déjà fait, puisque, comme tu le sais, je fais partie… Je te charrie, Jacques. Bon, ben, on reprend nos habitudes alors. Eh oui. Donc l'idée, c'est que ces familles-là, tu le sais, ont une difficulté de trésorerie parce qu'il faut assurer la trésorerie justement de ces repas qui leur coûtaient pas grand-chose. Alors, des villes distribuent des bons alimentaires ciblés sur ces familles. Est-ce qu'on y a pensé à GIF? Alors, c'était exactement le sens de mon propos, Jacques, comme d'habitude, tu lis dans ma pensée. Plus pratiquement, effectivement, c'était exactement ces personnes-là dont je parlais, qui effectivement, pour leurs enfants notamment, qui ne vont plus à la cantine par le fait, se retrouvent dans une situation où ça peut être compliqué. Au-delà même du repas, ça peut être compliqué d'avoir un repas équilibré. La modalité, la situation n'est pas très simple en termes d'action à mener, parce qu'on pourrait très bien dire, bon, on leur donne des sous, on pourrait très bien leur dire, on leur donne des bons alimentaires, comme tu le dis. C'est pas forcément quelque chose qui serait fléché de manière le plus efficace possible. En tout cas, c'est le sens de mon propos et c'est ce pourquoi je vais vous réunir en commission des aides pour quand on aura plus avancé, on est en train de regarder le nombre de personnes concernées, les modalités d'action, peut-être même de travailler sur des synergies au niveau local, plus que d'être dans une aide administrative avec des bons distribués, etc. Tout est envisageable, mais c'est le sens de l'action et c'est ce qui sera, c'est ce que je souhaite mettre en place. Pierre Ménil, j'ai deux questions sur le budget et une question générale. Pour le budget, une question d'ordre 1 et une question moins importante. Juste pour avoir un peu les ordres de grandeur, on a bien compris que donc, du point de vue des rentrées de fonctionnement, donc là on aurait une baisse de rentrée importante pour des dépenses relativement similaires. On comprend aussi que du côté investissement, il y aura un décalage et donc probablement un report, on peut imaginer, d'actions prévues sur l'exercice 2020 qui seront reportées sur 2021. Est-ce qu'on a déjà à grosse maille, je veux dire, une idée de si ça pourrait se compenser d'une part et de deux, si ça pourrait, par le jeu des écritures, disons, permettre plutôt, je dirais, de ne pas transférer du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement. Est-ce que ça, il y a déjà quelques chiffres ou quelques idées dans votre esprit qui circulent? Non, je me garderai bien de donner un chiffre parce que la visibilité aujourd'hui, on ne l'a pas. On a commencé à travailler sur le sujet. On a identifié un certain nombre de problématiques qui sont celles que j'ai passées en revue. Le chiffre qu'on connaît sur les 3 premières semaines, si la période de confinement se prolonge de 3 semaines, il sera multiplié par 2. Donc, j'aime pas donner des chiffres quand j'ai pas de certitude. Quand je le donne, c'est qu'en général qu'il est à peu près définitif et fiable. Là, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments. Il y a beaucoup d'éléments, d'effets induits qu'on n'apprécie pas aujourd'hui. J'en ai la certitude, on va les subir. Donc, donner un chiffre, ce serait prématuré, ce serait prendre le risque qu'il soit retenu et par définition susceptible de porter préjudice à un engagement de la parole publique. Donc, comme la parole publique, je préfère qu'elle soit fiable, je le donnerai quand il sera connu. Et ça en lien avec Pierre-Yves Zigna, qui travaille sur le sujet, en lien avec notre service. Okay. Et en dehors des chiffres, est-ce qu'on peut imaginer donc justement que que l'État autorise justement de transférer de l'investissement vers du fonctionnement Je ne peux pas répondre à la place de l'État, mais ça m'étonnerait. Je peux répondre, Pierre-Yves Zigna, donc dans l'esprit du budget, où réellement, même si on a des pertes de recettes et plus les dépenses identiques, le résultat sera toujours plutôt positif pour ne pas avoir un déficit dans le fonctionnement. Oui, dans tous les cas de figure. Ouais. Ça change les chiffres,
c'est des ordres de grandeur, bien évidemment, mais ça ne va pas déstabiliser le budget de fonctionnement dans sa globalité. Compte tenu de la situation saine dont on part, faut remettre les choses aussi dans le contexte. Comme on a une situation saine, on peut absorber des chocs, si je résume. Voilà, les résultats de 2019 feront la plupart des choses et des recettes un peu supplémentaires permettront de quantifier, même si on aura une baisse d'épargne. Ma deuxième question budget portait sur quelque chose qui est moins important en termes de volume, c'est plutôt pour une question d'équité. Donc l'idée de soutenir les commerçants disposant de baux, on va dire, sur des murs appartenant à la mairie est parfaitement louable. Il y a une question qui peut se poser sur la pérennité de ce dispositif si le confinement se prolonge, et en particulier sur le fait qu'il est possible que certains commerçants, paradoxalement, puissent même, entre guillemets, bénéficier plutôt d'un retour à la consommation locale. Enfin, il n'est pas dit que tous les commerçants, contrairement à ce qui a été dit, soient tous fondamentalement fortement impactés financièrement par ça. Je n'ai pas les chiffres, mais est-ce que donc le système pourrait être affiné par la suite en prenant en compte réellement les résultats effectifs des commerçants disposant de ce type de baux? Alors, tout système a des inconvénients, des travers. C'est le cas de le dire, on ne va pas entrer côté ville dans une comptabilité d'épicier. C'est facile de le dire dans le contexte actuel. Non, la règle qu'on a retenue, elle a le mérite d'être simple. Et je crois que la vie administrative dans notre pays est suffisamment compliquée pour ne pas en rajouter. C'est simple, les commerçants qui ferment, ils ont une perte sèche d'activité, c'est clair. Ils ont le loyer qui est suspendu pour la période de confinement, c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis d'eux. Donc, si c'est un mois, c'est un mois, si c'est 2 mois, c'est 2 mois. Voilà. Après, les commerçants qui sont en activité, il est certain qu'ils ont une baisse d'activité. Alors après, quelle est la proportion de la baisse d'activité? Chez certains, ce sera peut-être que 30%, chez d'autres, ce sera peut-être 70%, ça j'en suis le premier convaincu, il y aura des distorsions. Mais moi, je ne veux pas qu'on entre dans des éléments d'appréciation de ce type, parce que on n'a pas la capacité à le faire de manière pertinente. On ne va pas faire des audits de commerçants qui ont des chiffres d'affaires somme toute relativement modestes. Ce qui compte, c'est le principe de la règle qui leur permet de faire face dans les meilleures conditions à la crise, sachant qu'au-delà de l'aide de la ville, il y a tous les dispositifs qui sont mis en place par l'État via les chambres de commerce. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'en profite pour signaler que sur le plan du développement économique au niveau de l'agglomération, il y a eu des échanges avec les services de l'État, la Direction générale des finances publiques, etc., les fédérations professionnelles des artisans, et que toutes les informations qui permettent aux entreprises, les TPE, les PME et les grands groupes de s'inscrire dans les dispositifs d'aide de l'État ont fait l'objet d'une diffusion et d'une information large. Et pour ce qui est des commerçants G-Foi, c'est moi qui ai assuré la diffusion à l'association des commerçants il y a quelques jours. Donc, il y a l'aide de la ville, ok, pas parfaite, mais en tout cas, elle apporte. Et puis, il y a l'aide complémentaire après des services de l'État qui, par définition, sera aussi forfaitaire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vouloir faire de l'ingérence dans la comptabilité des uns et des autres pour avoir un petit peu plus d'équité, je comprends, la démarche, elle est louable et elle serait parfaitement juste. Mais en termes de gestion, de suivi, c'est beaucoup d'énergie, en fin de compte, pour un gain assez marginal, un gain pas uniquement financier, un gain de principe d'équité. Donc des réunions de ce type regroupant les anciens et les futurs élus, est-ce que vous envisagez qu'il y en ait d'autres sous ce format réunion d'information? Et par ailleurs, les réunions qu'il va y avoir au niveau des commissions pourraient-elles être ouvertes à titre informatif aux futurs élus, y compris avant la phase d'installation? Ah non, le sujet, la réponse elle est simple. Des réunions sous la configuration que nous sommes en train de vivre, il est possible que ça se fasse si les événements le justifient. Si la période de confinement se prolonge, bien évidemment, de manière assez longue, on sera amené à renouveler, c'est sûr. Si il s'agit encore de 8 ou 10 jours, ça ne se fera pas forcément. C'est les événements qui vont guider le choix. Sur la deuxième partie de la question, la probabilité qu'il y ait des réunions de commission avant l'installation du nouveau conseil municipal, elle est voisine de 0. La ville est responsable du balisage du périmètre. L'accès au commerce du centre-ville n'est pas facilité par l'interdiction de circulation piétonne dans le parc de la mairie. Et s'il y avait un balisage piéton au centre de ce parc, l'accès des commerces serait plus facile dans le temps qui est imparti.
Jacques, l'accès est facile. Oui, par la gare ou par les autres rues, mais en faisant le tour du centre-ville. Non. On peut passer dans le parc. Il y a une partie qui reste ouverte. Entre la police municipale et puis Château de l'Hermitage, la connexion dans le parc, elle fonctionne, elle n'est pas fermée. Ça, c'est hors barrière Vauban, mais les barrières Vauban, entre le tunnel de l'Abbaye, par exemple, il y a des parties qui sont... Non, mais Jacques, attends, qu'on soit bien clair. Il y a un arrêté, préfectoral qui résulte de la décision gouvernementale. Oui. Je vais t'expliquer le fonctionnement, tout le monde entend bien comment ça se passe. Vous n'a pas échappé qu'à Gif, il y a 1100 hectares, plus de 1100 hectares sur la commune, avec un maillage de liaisons douces relativement important, qui sont pour beaucoup des liaisons de quartiers qui passent dans les parcs, dans les bois ou le long des berges. C'est un constat géographique. Compte tenu de la configuration de la commune, quand l'arrêté est sorti, je n'ai pas affiché l'arrêté sur les cheminements piétonniers de Gif en partant du principe que ça fait partie de la desserte des quartiers, que ce n'était pas des parcs publics qui généraient des attroupements comme le parc Monceau ou d'autres parcs parisiens. Cela étant, je me suis fait rappeler alors par la gendarmerie qui m'a demandé, compte tenu des consignes de confinement qui étaient strictes, de mettre en place les barrières Vauban avec les arrêtés. Et cela a été fait, et j'attire votre attention sur le fait que ceux qui sont encore à Gif aujourd'hui le constatent, il y a eu des survols d'hélicoptères, nombreux, à plusieurs reprises, en milieu d'après-midi. C'était pas que des vols sanitaires. Les hélicoptères qui tournaient au-dessus de la vallée, au-dessus de Chevry, en survolant les bois, les bassins de retenue, c'était l'observation des cheminements, des déplacements piétonniers ou cyclistes de nos chers concitoyens, qui avait vocation à être verbalisé. Donc l'hélicoptère prenait directement qui de droit au sol pour intervention en verbalisation et être dissuasif. C'est ce qui s'est passé. Pas plus tard qu'aujourd'hui, peut-être à l'heure qu'il est, on a eu l'information ce matin, c'est le survol de la commune avec des drones pour surveiller les déplacements. Voilà. Donc il y a une volonté gouvernementale forte, et puis moi je la partage, à partir d'un certain moment, c'est plus la peine de discuter, de mettre en place des dispositifs dissuasifs. Donc ils ont été mis avec grandeur et servitude de tous les dispositifs, de temps en temps des contraintes, mais bon, c'est la règle du jeu dans cette période. Voilà, Jacques, je ne peux pas être plus clair. À certains endroits, on est obligé effectivement de faire des détours pour rejoindre certains lieux, c'est réel. Mais bon, il y a des exigences fortes. Hein. D'accord. Et objectivement, il y a encore quelques Gifois qui auraient besoin d'être verbalisés pour comprendre que les règles s'appliquent à tous. Les dispositions éventuellement déjà prises concernant les réservations de prestations périscolaires, petite enfance, etc., depuis le moment du confinement. Quoi. Il n'y a pas eu de réservation puisque tout est en cours et les services sont suspendus. Il n'y a pas de réservation. Oui, non, je parlais par exemple des séjours jeunesse avec les réservations qui ont été faites, etc. Est-ce que tout ça, c'est bien remboursé ou est-ce qu'il y a... Non, pas de souci. Oui, non, je voudrais te rassurer, Luc, et rassurer tout le monde. Effectivement, le service est en télétravail pour tout le service administratif et ils suivent absolument toutes les inscriptions. On reçoit des mails là, ça commence à revenir sur les commissions de dérogation, également les inscriptions scolaires des premières sections maternelles. Voilà. Donc les réponses sont faites aux familles en fonction bien sûr de nos possibilités, hein, sachant que, comme l'a dit Michel Bernard, on ne sait pas quand le confinement prendra fin. Mais en tous les cas, tout est suivi. Je suis aussi bien évidemment en communication avec le service pour tout ceci. Donc je peux te rassurer sur le fait que ça suit son cours en tous les cas de façon normale. On rassure les gens sur le fait que s'ils ne peuvent pas se déplacer, bien évidemment, pour inscrire leur enfant, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Pas de prestation, pas de facturation. Voilà. Ok, merci. J'ai été interrogé sur le fait de savoir est-ce qu'il était prévu d'appliquer, comme à Paris ou dans d'autres villes, l'interdiction d'activités sportives entre 10h et 19h dans le rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Non, pas prévu de le faire. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation et puis je vous invite à continuer à être vigilant pour ne pas rencontrer cette saloperie de virus. Voilà, bonne continuation chacun d'entre vous.